Bonsoir et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Et Paul Kagame est largement réélu pour un troisième mandat à la tête du Rwanda. Cette présidentielle était sans suspense. Les Rwandais se sont tout de même mobilisés massivement pour le scrutin. Nous retrouverons Thaïs Brook à Kigali en début de journal. Et la présidentielle au Kenya, elle se prépare. Ce sera mardi prochain. Mais plus le scrutin approche, plus l'inquiétude se fait ressentir chez les Kenyans. L'ombre des violences post-électorales de 2007 plane. Nairobi, la capitale, est en train de se vider de ses habitants. Et puis au Nigeria, une ONG a créé une plateforme pour lutter contre la corruption. Les citoyens peuvent directement faire leur rapport. Illustration à Lagos, à la fin de ce journal. Et nous commençons donc avec le Rwanda. Les résultats sont tombés ce vendredi soir. Le président rwandais Paul Kagame remporte donc son troisième mandat à la tête du pays. On rejoint tout de suite à Kigali Thaïs Brook. Thaïs Brook, vous êtes au milieu des militants du FPR qui fêtent la victoire. Oui, les premiers résultats viennent de tomber. Ils sont tombés il y a quelques minutes. Il ne s'agit que de 20% des votes exprimés selon la commission électorale sur à peu près 8 districts sur les 30 que compte le pays. Donc ce ne sont pas des résultats définitifs pour l'instant. Et dans tous les districts où les résultats ont été consolidés, le président sortant, Paul Kagame, dépasse à chaque fois les 97% de voix exprimées. Philippe Paimana et Franck Habineza, les deux opposants, partagent ensuite les miettes et dépassent rarement les 1% de suffrages exprimés. Il n'y a donc aucune raison pour que la tendance soit différente dans les autres districts. Donc c'est désormais officiel. Paul Kagame effectuera bien un troisième mandat de 7 ans avec une victoire écrasante. L'ambiance ici est survoltée, les gens dansent au rythme de chansons à la gloire du président Kagame. Nous sommes dans un gymnase dans le quartier de Remera à Kigali où les supporters du président Paul Kagame se sont donné rendez-vous. Il y a ce genre de rassemblement à plusieurs endroits de la ville et un peu partout dans le pays. Même si l'élection a laissé peu de place au suspense, dont le candidat du FPR partait largement favori, les militants laissent littéralement exploser leur joie. Et Thaïs Brook, vous avez suivi cette journée de vote. Nous voyons tout de suite votre reportage. Dès très tôt le matin, les files d'attente étaient longues devant les bureaux de vote. Diane a 21 ans et elle est ravie d'accomplir son devoir civique. Je suis très contente parce que c'est la première fois que je dois voter. Et en plus, celui pour lequel je vais voter, je suis sûre qu'il va gagner. Comme elle, 7 millions de Rwandais devaient départager 3 candidats. Le candidat d'opposition Franck Habineza est satisfait de sa campagne. Nous sommes satisfaits qu'au moins nous ayons pu voter. Et c'est la première fois qu'un parti d'opposition est autorisé à apparaître sur les bulletins de vote. C'est un grand pas en avant pour la démocratie au Rwanda. Mais Franck Habineza ne se fait pas beaucoup d'illusions. Car le vrai héros du jour, c'est lui. Paul Kagame, homme fort du pays depuis 1994, candidat du FPR et grand favori de cette élection, est venu voter vers 11 h avec sa famille. Le président ne fera pas de déclaration, mais le vice-président du parti est confiant. Je n'ai aucun doute, parce que nous avons pu nous rendre compte pendant la campagne, dans tout le pays, dans tous les districts, des sentiments de la population. Je suis sûr que nous allons gagner. Il est 15 h et le dépouillement a commencé. Le nombre de bulletins Paul Kagame laisse peu de place au doute. Un véritable raz-de-marée s'annonce. Et pour analyser l'issue de ce scrutin au Rwanda, nous joignons au téléphone André Guichawa. Bonsoir. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris 1, spécialiste du Rwanda, de l'Afrique des Grands Lacs. Alors une première question, cette élection a été sans suspense, mais il y avait quand même une première avec la présence de 2 candidats de l'opposition. Est-ce qu'on peut dire que l'opposition rwandaise progresse et s'organise ? Oui, bonsoir. On peut certainement dire que l'opposition progresse et s'organise parce que le Rwanda, contrairement à ce que le vote laisse transparaître, n'est certainement pas monolithique. Les démocrates sont nombreux, notamment parmi la jeunesse, et il n'y a aucune raison d'imaginer que derrière les rites électoraux, il n'y a pas d'autres formes d'opposition qui prévalent, même si elles ne peuvent pas accéder à la notoriété ou à la publicité.
Alors, vous avez évoqué la jeunesse et justement aussi une première génération qui a voté, une génération qui n'a pas connu le génocide. Est-ce que pour autant, ce n'est pas une génération qui ne veut pas d'alternance, vu ce raz-de-marée pour Paul Kagame? Bon, c'est difficile de savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrive maintenant, 22 ans après le génocide, à avoir une première génération d'électeurs qui n'a pas connu la guerre et le génocide. Bon, et c'est une situation qui actuellement mérite d'être perçue, appréciée, parce qu'on ne sait pas ce que ces jeunes vont penser. On sait que leur histoire s'est faite sous le régime Kagame. On ne sait pas ce qu'ils en attendront demain. Au-delà des... Mais justement, André Guichawa, est-ce que le Rwanda est prêt à l'après-Kagame, justement? À se préparer, en tout cas. La réponse, elle est non. En tout cas, telle qu'elle est vécue concrètement au jour le jour au niveau politique, c'est impensable. La Constitution permet désormais la reconduction du candidat actuel jusqu'en 2034. Il y a beaucoup d'autres enjeux. Très concrètement, je vais en donner un. Ce résultat exemplaire a comme finalité de démontrer à l'ensemble de ses pairs africains l'efficacité dont il a fait preuve, la maîtrise du processus électoral, et vous en donnez vous-même la réponse il y a un moment, en disant qu'à Nairobi, la population est inquiète du processus électoral. Le Rwanda vient de démontrer à tout un chacun qu'ils ont su faire avec un professionnalisme exemplaire et avec des résultats inespérés dans beaucoup d'autres pays, ce que les pairs africains ne savent pas faire, et que de quoi faire taire aussi les démocrates occidentaux qui critiquent son autoritarisme. Donc merci. Je ne pense pas. Merci André Guichawa d'avoir été en direct dans le journal de l'Afrique. Je rappelle que vous êtes donc professeur de sociologie et spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs. On passe à une autre élection présidentielle qui approche, celle-là au Kenya. Ce sera mardi prochain, le 8 août. 19 millions de personnes seront appelées aux urnes. Mais plus le jour J approche, plus l'inquiétude se fait grande. Beaucoup craignent des violences à l'issue du scrutin. Les tensions sont de plus en plus importantes. Et à Nairobi, les gens fuient la capitale. Voyez ce reportage de nos correspondants Bastien Renouille et Élodie Cousin. Priska est en plein préparatif. Dans quelques heures, toute sa famille devra monter dans un bus pour quitter Nairobi. Ils ont pris cette décision la veille. Depuis quelques jours, les rumeurs enflent. L'élection pourrait tourner au chaos autour de chez eux, tout comme en 2007, si le résultat ne fait pas l'unanimité. Ce gouvernement et nous ne sommes pas du même bord. On est comme deux personnes qui ne s'aiment pas. On peut se battre. Si cette élection ne se déroule pas de la bonne façon, ce sera le chaos. Au même moment, son mari doit aller réserver les tickets. Impossible d'embarquer dans un bus à la dernière minute. Cela fait 15 jours que les habitants des bidonvilles de Nairobi quittent la capitale. En ce moment, c'est très cher car beaucoup de personnes rentrent chez elles. Elles vont en direction des campagnes. Il doit dépenser 45 € contre une vingtaine habituellement. Une somme qui ne décourage pas les habitants. Dans les rues principales du bidonville, de nombreux porteurs amènent les valises en direction de la gare routière. Les petites ruelles sont quasiment vides. Les voisins de Priska et Frédéric sont partis sans avertir leurs propriétaires. Ils pensaient peut-être que j'allais avertir des gens qui s'enfuyaient à cause de l'élection. Je pense que ce doit être la raison. La nuit tombée, certaines personnes peuvent contrôler les cartes d'électeurs des voyageurs. La famille doit se faire discrète. Ceux qui sont inscrits à Nairobi ne peuvent pas monter dans le bus. Les politiciens ne veulent pas que leur réserve de voix se vide. Priska, Frédéric et leurs enfants parviennent à les esquiver. C'est un soulagement de rentrer à la campagne. On y sera à l'abri, car chez nous, il y a notre famille. C'est sécurisé. Si les résultats du scrutin ne sont pas contestés et qu'aucune violence n'éclate,
La famille et tous les habitants qui ont fui reviendront quelques jours après l'élection. L'actualité du continent, c'est aussi ce rapport de l'ONU publié sur le Kasaï, un rapport plutôt glaçant. Quelques 251 personnes, dont 62 enfants, ont été victimes d'exécutions sauvages entre mars et juin. Exécutions perpétrées par des agents de l'État congolais, des milices ou des rebelles. Les victimes et les témoins que nous avons interviewés démontraient des traces très concrètes, des blessures, des coups de machette. Il y avait des enfants, des femmes qui ont dû subir des amputations suite aux coups de machette. Des récits tout à fait horrifiques qui parlaient des villages entiers brûlés et des personnes qui étaient ciblées sur base ethnique. Au Nigeria, la lutte contre la corruption était une promesse de campagne du président Buhari. À Lagos, ce sont les ONG qui s'en chargent, notamment Budget, qui, en partenariat avec le gouvernement américain, a créé une plateforme sur le web où les citoyens peuvent directement faire leur rapport. Nicolas Germain. Récemment, les autorités nigérianes ont trouvé des millions de dollars dans cet appartement de Lagos. S'ils ont pu faire cette découverte, c'est grâce à un programme qui récompense les lanceurs d'alerte. Et depuis le mois de juillet, un autre site permet aux Nigérians de signaler des cas de corruption. Il a été lancé par une ONG locale avec l'aide du consulat américain. On se concentre sur ce qu'on appelle la micro-corruption, l'argent demandé pour le permis de conduire, pour les passeports, pour les certificats de mariage. C'est dans ces cas-là que le citoyen interagit le plus avec le gouvernement. Sean Akinfolari a dû payer un bakshish à la police après avoir déclaré un vol. Il a alors prévenu le nouveau site. J'ai été choqué quand ils m'ont dit de payer $55 juste pour porter plainte. J'étais en colère et donc pouvoir en parler sur ce site m'a soulagé. Les gens du site m'ont écrit pour me dire que la police va mener une enquête car c'était illégal. Le président Muhammadu Buhari, élu il y a 2 ans, a déclaré que la lutte contre la corruption était l'une de ses priorités. L'an dernier, un rapport de PricewaterhouseCoopers estimait que sans un sursaut, la corruption pourrait coûter au Nigeria 37% de son PIB en 2030. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes en régie, à Sophia Benmiloud à l'édition. Restez avec nous, Paris Direct continue. Billet retour, présenté par Pauline Simonet. Soudan du Sud. Sur fond de rivalités ethniques et politiques, une guerre civile éclate en 2013 dans cette nation créée 2 ans auparavant. Craignant pour leur vie, 3 millions de personnes ont dû tout abandonner du jour au lendemain. Sous la menace constante de nouveaux massacres, les rescapés s'enferment aujourd'hui dans des camps des Nations Unies surpeuplés, dans des conditions déplorables. Nettoyage ethnique, menace de famine. Le plus jeune pays du monde s'approche de l'abîme. Billet retour à regarder sur France 24 et France24.com.